La ferme aux animaux de George Orwell. Lecture du chapitre 4. Avant la fin de l'été, la moitié du comté était au courant de ce qui s'était passé à la ferme des animaux. Chaque jour, Boule de Neige et Napoléon chargeaient un escadron de pigeons d'aller se mêler aux populations des fermes voisines, pour leur raconter l'histoire de la rébellion et leur apprendre l'air de bête d'Angleterre. Depuis son éviction, Monsieur John avait passé presque tout son temps accoudé au bar du Red Lion, à Wellington, se plaignant, à qui voulait l'entendre, de la monstrueuse injustice qu'il avait subie. Lui, se faire chasser de sa propriété par une bande de bons à rien de bestiaux. Les autres fermiers compatissaient pour la forme, mais dans un premier temps, aucun ne leva le petit doigt pour l'aider. Il y avait peut-être moyen de tirer profit du malheur de John. Voilà ce qu'en vérité ils songeaient tous en secret. Heureusement, les propriétaires des deux exploitations voisines de la ferme des animaux étaient en conflit permanent. La première, nommée Foxwood, était une grande ferme décrépite et vétuste, largement gagnée par les bosquets, aux pâturages desséchés et aux haies broussailleuses. Son propriétaire, M. Fillington, était un gentleman farmer, avenant, qui passait le plus clair de son temps à la pêche ou à la chasse selon la saison. La deuxième, appelée Pinchfield, était plus petite et mieux entretenue. Son propriétaire, un certain M. Frédéric, était un type odieux et rotor, toujours empêtré dans des procès et connu pour être particulièrement dur en affaires. Ces deux-là se détestaient tellement qu'ils avaient un mal fou à se mettre d'accord, même quand c'était dans leur intérêt. Néanmoins, tous deux épouvantés par le soulèvement de la ferme des animaux, ils étaient très soucieux d'empêcher leurs bêtes d'en apprendre trop sur ces événements. D'abord, ils s'efforcèrent de tourner en ridicule l'idée même d'une ferme autogérée par des animaux. D'ici 15 jours, se gaussaient-ils, l'expérience aura tourné court. Puis ils firent courir le bruit qu'à la ferme du manoir, qu'ils persistaient à nommer ainsi, l'appellation ferme des animaux leur écorchant la bouche. Les bêtes ne faisaient que s'entre-déchirer et finiraient bientôt par mourir de faim. Mais le temps passant, et les animaux étant toujours bien vivants, Frédéric et Pilkington changèrent de rengaine. La pire sauvagerie régnait à la ferme des animaux, claironnait-il à présent. Cannibalisme, marquage au fer rouge, mise en commun des femelles, voilà ce qu'on récoltait à se révolter contre les lois de la nature. Du reste, personne ne croyait tout à fait à ces racontards. Des rumeurs opposées circulaient parallèlement. On dressait le tableau, parfois un peu confus ou exagéré, d'une ferme merveilleuse, débarrassée des humains et exploitée par les seuls animaux. Et tout au long de l'année, une vague contestataire gagna la région. Des taureaux, jusque-là tout à fait dociles, se déchaînaient soudain. Des moutons enfonçaient des haies pour s'en aller se repaître de trèfle. Des vaches renversaient le seau durant la traite. Des chevaux, refusant l'obstacle, désarçonnaient leurs cavaliers. Surtout, l'air et jusqu'aux paroles de bêtes d'Angleterre avaient pénétré partout. L'hymne s'était répandu à une vitesse incroyable. Les humains, tout en prétendant le trouver complètement ridicule, n'en supportaient pas la première note. Comment pouvait-on, même quand on n'était qu'une bête, s'abaisser à chanter d'aussi pitoyables inepties? Tout animal surpris en train d'en fredonner la mélodie s'exposait à tâter du fouet. Mais le chant demeurait irrésistible. Les merles le sifflotaient dans les haies, les pigeons le roucoulaient dans les ormes. Il dominait jusqu'au vacarme des forges et aux carillons des églises.
Et quand d'aventure les humains l'entendaient, ils tremblaient en secret à ce refrain annonciateur de leur ruine prochaine. Le début du mois d'octobre, le blé était coupé, mis en meule et même en partie battu. Un vol de pigeons vint se poser en tourbillonnant dans la ferme des animaux. Fébriles, les volatiles donnèrent l'alerte. John et ses hommes, secondés d'une demi-douzaine de gars de Foxwood et de Pinchfield, avaient franchi la clôture et remontaient à présent le chemin en direction de la ferme. Tous étaient munis de bâtons, sauf John qui, en tête du cortège, était armé d'un fusil. De toute évidence, ils allaient tenter de reprendre la propriété. Ce n'était pas une surprise pour les animaux, qui attendaient l'ennemi de pied ferme. Boule de Neige, qui avait étudié les campagnes de Jules César dans un vieux bouquin trouvé chez les John, était en charge des opérations défensives. Il donna ses ordres promptement, et en un rien de temps, chacun fut à son poste. À l'approche des humains, Boule de Neige lança sa première attaque. Une escadrille de pigeons, 35 au total, sillonnant les airs au-dessus des têtes ennemies, les bombardèrent de fientes, tandis que les bonshommes se débattaient. Les oies, d'abord demeurées en retrait derrière la haie, assaillirent soudain les mollets des adversaires à coups de bec vicieux. Tout cela, du reste, n'était rien de plus qu'une manœuvre de diversion destinée à semer le trouble. Les hommes, jouant de leurs bâtons, écartèrent les oies sans peine. C'est alors que Boule de Neige envoya au front ses combattants de deuxième ligne, Muriel, Benjamin et tous les moutons, sous la houlette du vaillant Véra, chargèrent à fond de train, criblant leurs opposants de coups de cornes et de pattes. Puis Benjamin, leur tournant le dos, les martela en ruant de toute la force de ses petits sabots. Mais cette fois encore, à l'aide de leurs gourdins et de leurs bottes cloutées, les hommes reprirent le dessus. Quand soudain, au signal du repli, un puissant grognement lancé par Boule de Neige, tous les animaux firent volte-face et s'enfuirent en direction de la cour. Les hommes poussèrent des cris de triomphe, voyant leurs ennemis en déroute, conformément à leur plan. Ils les prirent en chasse dans le plus grand chaos. Boule de Neige n'espérait pas mieux. Dès que les fermiers eurent pénétré dans la cour, les 3 chevaux, les 3 vaches et le reste des cochons, tapis en embuscade dans l'étable, jaillirent soudain de leur refuge pour les prendre à revers et leur interdire tout repli. Là-dessus, Boule de Neige donna le signal de l'offensive. Lui-même fonça sur John, qui, le voyant chargé, se mit en joue et tira. Les balles ne firent qu'érafler le dos de Boule de Neige, mais atteignirent en plein cœur un mouton qui s'écroula. Sans prendre le temps de souffler, Boule de Neige jeta ses 100 kilos dans les jambes de John. Son ancien maître fut projeté sur un tas de fumier et laissa échapper son fusil. Toutefois, il eut spectacle plus impressionnant encore. Champion, dressé sur ses pattes arrière, boxait de ses lourds sabots ferrés tel un étalon. Dès le premier coup, il toucha à la tête un palefrenier de Foxwood, qui s'affala par terre dans la boue, inerte. Quelques hommes, terrifiés, en lâchèrent leurs bâtons, pour mieux déguerpir. Mais dans leur panique, ils n'allèrent pas bien loin. L'instant d'après, ils tournaient en rond dans la cour, coursés par les animaux au grand complet. Ils furent encornés, frappés, mordus, piétinés. Il n'y eut point d'animal à la ferme qui ne se vengeât à sa façon. Même la chatte bondit brusquement d'un toit sur les épaules d'un bouvier et lui enfonça ses griffes dans le cou, sans plus se soucier des hurlements de sa victime. Les hommes saisirent la première occasion de s'extraire de la cour
et détalèrent vers la grande route sans demander leur reste. Ainsi, moins de 5 minutes après leur tentative de reconquête, ils faisaient piteusement marche arrière, sous le sifflet et les morsures d'un troupeau d'oies. Tous les hommes avaient filé, sauf un. De retour dans la cour, Champion poussa de son sabot le palefrenier, qui gisait, face contre terre, dans la boue, afin de le retourner. Le garçon ne bougea pas d'un pouce. « Il est mort, dit tristement Champion. Je ne voulais pas faire ça. J'avais oublié que je portais des fers aux pieds. Qui va croire à présent que je ne l'ai pas fait exprès ? » « Pas de sentimentalisme, camarade !» s'écria Boule de Neige, dont les blessures saignaient toujours. « À la guerre comme à la guerre. Un bon humain est un humain mort. »« Je n'ai aucune envie de tuer qui que ce soit, pas même un homme, » répéta Champion, les yeux pleins de larmes. « Où est Molly ?» s'exclama soudain quelqu'un. Effectivement, Molly avait disparu. Une vive inquiétude s'empara d'abord des animaux, et si elle avait été blessée ou même capturée par les humains, mais on la retrouva finalement, cachée dans son box, la tête enfouie sous le foin de sa mangeoire. Elle avait pris la fuite au premier coup de feu. Rassurés, les animaux revinrent dans la cour, pour s'apercevoir que le garçon d'écurie, qui n'était en fait qu'assommé, s'était relevé et avait déguerpi. Les animaux se rassemblèrent, au comble de l'excitation. Chacun donnait de la voix pour raconter ses exploits. Sans plus attendre, on entreprit de célébrer la victoire. On hissa le drapeau et l'on chanta « Bête d'Angleterre » un certain nombre de fois. Le mouton, tombé au combat, fut solennellement mis en terre et sa tombe agrémentée d'un buisson d'aubépines. Aux funérailles, à l'occasion d'une brève allocution, Boule de Neige rappela aux animaux que chacun devait être prêt à mourir s'il le fallait pour la défense de la ferme. D'un commun accord, les animaux décidèrent de créer une décoration militaire, héros animal première classe, qui fut attribuée sur-le-champ à Boule de Neige et à Champion. Il s'agissait d'une médaille de cuivre. On avait trouvé dans la sellerie quelques médaillons de harnais, que ses détenteurs étaient invités à arborer le dimanche et les jours fériés. Une seconde catégorie, héros animal deuxième classe, fut décernée à titre posthume aux moutons morts. On débattit longuement au nom à donner à cette bataille. Pour finir, on se décida pour la bataille de l'étable, en mémoire du point de départ de l'embuscade. On retrouva par terre dans la boue le fusil de M. John. Il était par ailleurs de notoriété publique qu'il n'y avait dans la maison une réserve de cartouches. On résolut de déposer le fusil au pied du drapeau, telle une pièce d'artillerie, qui servirait 2 fois l'an pour les tirs de célébration. Une fois le 12 octobre, en souvenir de la bataille de l'étable, et une fois pour la Saint-Jean, en souvenir de la rébellion. Fin de la lecture du chapitre 4. On va résumer le 4e chapitre du livre La ferme des animaux de George Orwell. Dans le chapitre précédent, les animaux ont effectué eux-mêmes la moisson. Maintenant, on est à la fin de l'été. Et à la fin de l'été, ce qu'on va voir dans ce chapitre, c'est comment, autour d'eux, l'information s'est propagée. Il y a donc une ferme dans laquelle les animaux ont chassé les humains. Et dans cette ferme-là, les animaux vivent en communauté, ils ont pris le pouvoir et c'est eux qui sont les maîtres de la ferme. Donc on retrouve nos personnages, toujours Boule de Neige et Napoléon, les 2 cochons intelligents qui tiennent le pouvoir. Et eux envoient des pigeons pour apporter la nouvelle aux autres fermes alentours. Donc les pigeons vont apprendre aux autres animaux la chanson Bête d'Angleterre qui est leur hymne et en même temps vont propager l'information et vont essayer un petit peu d'endoctriner les autres. Donc Monsieur Jones
Depuis qu'il a été viré de sa ferme, il passe son temps au bar. Et les autres fermiers autour vont réagir. Ça fait penser un petit peu à l'éviction du tsar de Russie, qui était aussi considéré comme un homme faible qui n'arrivait pas bien à gérer son pays. Et autour de lui, quand il est tombé, comment ont réagi les autres? Et bien, comme les fermiers autour de John, ils l'ont soutenu par politesse, mais dans le fond, ils étaient contents parce qu'ils espéraient pouvoir en récupérer quelque chose, avoir des bénéfices pour eux, d'avoir le royaume d'à côté qui s'effondre. Donc il y a 2 fermes à côté de ces John. Il y en a une qui s'appelle Foxwood, avec un homme qui aime plutôt chasser et pêcher que de travailler, et la ferme est un petit peu à l'abandon. L'autre ferme s'appelle Pinchfield. Le propriétaire, au contraire, est un homme belliqueux, qui n'est pas du tout un noble, qui est plutôt odieux et retors, c'est-à-dire malhonnête, mais qui gère sa ferme d'une main de maître, dans laquelle la ferme est très bien entretenue. Ces 2 hommes-là ne s'entendent pas, eux non plus, entre eux. Donc les propriétaires des 2 autres fermes ne s'entendent pas entre eux et ne peuvent jamais se mettre d'accord, même pour quelque chose qui est dans leur intérêt. Donc on va voir qu'il y a 2 rumeurs qui vont se mettre à circuler, qui sont l'opposé l'une de l'autre. D'un côté, les gens vont dire « Oh, c'est des animaux qui vivent seuls, sans humains, ils vont bientôt mourir de faim et cette histoire ne durera pas plus de 15 jours ». Et on va accuser cette ferme, donc la ferme des animaux, celle qui s'est libérée des hommes, de tout un tas de choses horribles, de cannibalisme, de mise en commun des femelles, de marquage au fer rouge. Ça, c'est un petit peu la rumeur négative qui dit du mal de cette fameuse ferme des animaux. Et parallèlement, il y a une autre rumeur plus positive qui raconte, elle, dans l'excès, une réussite exceptionnelle, en disant que cette ferme, qui est débarrassée des humains, est un endroit tout à fait harmonieux où vivent merveilleusement bien les animaux. Et tout ça, ça va avoir un effet sur les animaux des autres fermes, parce qu'avec les pigeons qui font passer la nouvelle idéologie, les animaux se rebellent. Des taureaux qui étaient dociles se mettent à défoncer les murs, les vaches donnent des coups de pied dans les seaux pendant qu'on les traite, les chevaux désarçonnent les cavaliers, bref, les animaux commencent à se rebeller timidement, mais par contre, de façon beaucoup plus agressive, tous les animaux se mettent à chanter la fameuse chanson « Bête d'Angleterre ». Donc les animaux battent chaque animal qui se met à chanter, mais les animaux continuent à chanter, cachés dans les haies, etc. Donc finalement, les hommes vont décider de s'unir avec une demi-douzaine de leurs travailleurs, ils vont faire une incursion dans la ferme des animaux pour essayer de reprendre le pouvoir. Les animaux, eux, vont être prévenus à l'avance par les pigeons et vont organiser la défense. Là, c'est rigolo parce que Boule de Neige, donc le cochon, a étudié les campagnes de Jules César. Et il va y avoir une bataille qui va être décrite avec beaucoup d'action. S'il y a des passionnés de bataille, ils peuvent la relire. En gros, les humains vont arriver. Ils vont d'abord avoir les pigeons, donc c'est l'armée de l'air, qui va commencer par les bombarder avec des fientes. Ensuite, les oies vont se mettre à leur piquer les pieds. Donc les humains, qui sont présentés comme se croyant très intelligents, vont combattre les oies avec des coups de bâton et vont se dire « bravo, on a gagné ». Victorieux, ils vont rentrer dans la cour et là, les animaux vont refermer les portes et vont se mettre à les attaquer à l'intérieur de la cour en les chargeant, etc. Et il y a même Champion, donc le cheval, le brave cheval Champion, qui est complètement incapable de lire, mais qui est très courageux au travail, qui va se mettre sur ses sabots arrière, même si apparemment c'était interdit de se mettre debout, et qui, avec ses fers, va se mettre à battre un employé de ferme. Et l'employé de ferme, qui va prendre un coup de sabot à la tête, va s'écrouler au sol. Donc finalement, les humains vont prendre la fuite dès qu'ils peuvent, parce que les animaux vont leur mettre une grosse raclée. Champion, au passage, quand il va se retrouver face à l'homme qui est sur le sol, qu'il pense avoir tué, il va être très triste et il va pleurer. Il va dire « moi je ne veux pas tuer ». Et Boule de Neige, qui est très radical, va dire à Champion « il ne faut pas pleurer pour un homme, parce qu'un bon humain, c'est un humain mort ». Mais Champion, ça ne lui va pas quand même, il continue à pleurer et il dit « non, moi je ne veux pas tuer, je suis triste d'avoir tué quelqu'un ». Au passage, Molly avait disparu, mais on la retrouve, elle s'était juste cachée la tête dans du foin. Molly, c'est celle qui aimait bien les humains, c'est la jument qu'on mettait pour faire des sorties, à qui on tressait la crinière, etc.
Donc finalement, les animaux vont célébrer leur victoire, ils vont même mettre en place un système de médailles. Il y aura les médaillés première classe, donc cette médaille sera donnée à Champion, qui a tué un homme malgré lui, mais en fait l'homme n'est pas mort, à la fin ils vont retrouver qu'il s'est relevé et qu'il est parti, il était juste assommé. Boule de neige, bien évidemment, celui qui a organisé la bataille va se donner à lui-même aussi une médaille de première classe. Et il y a un mouton qui est mort par accident dans la bataille, qui a été tué par les humains. Il s'est pris un coup de fusil alors qu'on tirait sur Boule de neige. Et le mouton va recevoir une médaille de seconde classe. Et ils vont faire toute une sorte de cérémonie avec des jours où on lève le drapeau, où les gens mettent les médailles. Ils vont encore chanter leur hymne. On voit qu'il y a la mise en place d'un système pour exhorter un petit peu le patriotisme, pour faire de la guerre quelque chose de gai et de glorieux. Et on voit quand même que Orwell, il nous écrit que Champion, finalement, il est malheureux d'avoir participé à la guerre. Le mouton qui s'est fait tuer, lui, on en parle à peine, il a même une médaille seconde classe, il n'a même pas une médaille de première classe. Molly, elle a eu peur, mais toutes ces horreurs et tout ce malheur d'une bataille va être récupéré, va être utilisé pour montrer aux animaux que la guerre c'est bien, qu'ils se sont bien battus, etc. Et on voit que celui qui orchestre tout ça, c'est Boule de neige. On voit bien dans ce chapitre comment Orwell nous montre les mécanismes de la dictature. Il nous montre à quel point il y a quelques individus qui sont par exemple les deux cochons, Napoléon et Boule de neige, ou certains qui ont un caractère un peu plus fort, qui vont prendre une emprise sur les autres et qui va leur dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. On a vu dans le chapitre précédent qu'il y en a qui ne savaient pas lire, c'est pas grave, même pour le plus idiot, ils vont dire il n'y a qu'à retenir humain, c'est pas bien, animal, c'est bien. Et au passage, pour un petit jeune homme qui m'a mis en commentaire que lire La ferme des animaux ne le réjouissait pas du tout, je comprends, hein, tout le monde n'aime pas la lecture, et en plus c'est un classique, c'est pas quelque chose de très jouissif ni de très moderne, mais c'est intéressant parce que ça permet de comprendre les mécanismes, ça aide à les identifier, et après on peut choisir quand on devient adulte, de participer ou de ne pas participer à un mouvement autoritaire. Il y a même des gens qui décident de devenir eux-mêmes des membres importants et décideurs de ces mouvements autoritaires. C'est pas quelque chose qui est loin, qui est inaccessible. On a vu en Amérique, par exemple, avec l'élection de Trump, et en Europe, dans plusieurs pays, et c'est aussi une menace qui pèse sur la France, que l'autoritarisme, ça attire, ça fait rêver. On aime un petit peu tous ces mouvements populistes qui disent « Oh, il y a des méchants, il y a des gens forts, il y a des gens puissants qui nous manipulent et qui nous volent ce qui nous appartient. Rejoignez-nous et nous, on va apporter un nouvel élan. » Alors on peut choisir d'accéder à ça, on peut en être partie prenante, mais il faut essayer de au moins comprendre les mécanismes et de savoir à quoi on adhère. Et c'est en ça que ça a du sens de lire La ferme des animaux, parce que l'homme n'est pas né hier. Nous, on est peut-être né il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 15 ans, mais l'humanité, elle était là avant nous. Et ce que nous, on vit, d'autres l'ont vécu avant nous. Et le livre, c'est la trace écrite de la pensée de ces hommes. Et on a besoin de se nourrir de leur pensée à eux pour après pouvoir établir notre pensée à nous. Et c'est précisément le travail de l'école. Et c'est pour ça que même si ça peut paraître ennuyeux, c'est évidemment un très bon choix de la prof de ce jeune homme de proposer ce livre en lecture. Donc un peu de courage, ça vaut la peine de le lire et d'essayer de le comprendre. Fin du résumé du chapitre 4.